Bien, donc bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour cette troisième visio dédiée aux chefs d'entreprise. À la suite de la semaine dernière où on a vu ensemble comment optimiser la rémunération et notamment la fiscalité du chef d'entreprise en fonction des options choisies et des structures, des structures de société. Je souhaitais qu'on puisse aborder ce matin un sujet qui est au cœur de cette problématique, qui est l'épargne salariale, et notamment en vue de la préparation de la retraite. On a eu une évolution majeure dans ce domaine-là en 2019, qui est la loi Pacte, qui a permis, on va dire, d'harmoniser l'ensemble des systèmes de retraite, que ce soit donc là, en l'occurrence, le PE-PERCO en termes d'épargne salariale, mais également tout ce qui est PERP, Madelin, etc. Tout ça a été harmonisé dans un même classement qui s'appelle le PER. Donc, on va voir ça avec Christelle Burezi ce matin, qui est partenaire de la société RS, qui est spécialisée dans ce domaine-là, qui en a fait son cœur d'activité, qui représente, qui est une part importante pour représenter cette profession, et qui a participé d'ailleurs aux réflexions, si je ne me trompe pas, aux réflexions sur la loi Pacte. Voilà, donc je laisse Christelle se présenter. Bonjour tout le monde. Alors, je vais faire quelque chose comme quand on conduit. Je vais admettre les arrivées. En même temps, je vais me présenter. Bonjour à tous et à toutes. Donc, en effet, Christelle Burezi. Alors, je suis directrice commerciale régionale pour la société RS. RS voulant dire épargne retraite, épargne salariale. On est des spécialistes métiers, effectivement, de l'épargne salariale retraite et de l'actionnariat salarié, d'ailleurs. Et en fait, nous développons et gérons des solutions d'épargne salariale et retraite, individuelles et collectives, à travers notre réseau de distribution qui sont des conseillers en gestion de patrimoine et des courtiers, comme Émeric Richard, par exemple. Et nous sommes sous convention de partenariat, nous travaillons ensemble depuis quelques temps déjà. Et voilà, donc c'est une relation, on va dire, de développement en accompagnement des clients de nos partenaires. C'est dans ce cadre-là que j'interviens ce matin, où M. Richard m'a demandé de vous faire un petit point, on va dire, de l'actualité à ce propos. Et puis, voilà, tout simplement. Donc, on va essayer en moins d'une heure, donc on va dire 3/4 d'heure, de vous sensibiliser au sujet épargne salariale et retraite, sachant qu'effectivement, depuis 2019, au 1er octobre 2019, il y a eu une entrée en vigueur de la loi Pacte, et cette loi a en effet pour objectif d'harmoniser les dispositifs d'épargne salariale et retraite, de les rendre encore plus imbriqués qu'auparavant. On va voir pourquoi et comment. Alors, ça peut paraître parfois un peu technique, évidemment. Vous savez qu'en France, on est les rois de la création de l'expertise. C'est aussi pour ça que nos partenaires, que Émeric, en tout cas, travaillent sur ce type de solution en accompagnement de ses clients. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il est possible de faire aujourd'hui, et c'est extrêmement intéressant de mon point de vue, bien sûr, que de pouvoir vous accompagner dans cette démarche de préparation retraite, mais également, on va le voir très vite, avec les outils d'épargne salariale, et bien d'optimisation de la rémunération au sens large et de motivation finalement aussi. Alors, on va séquencer. Oui ? Je me permets juste de rappeler pour ceux qui sont arrivés entre-temps qu'ils peuvent poser leurs questions par chat en activant la fonction discussion ou chat sur leur écran. Voilà. Et dans ma version à moi, il est écrit converser, et on se disait avec Émeric que j'avais une version peut-être canadienne de Zoom. Donc, ce qu'on va faire dans les grandes lignes sur cette petite heure, dont 10 minutes de questions, c'est 3 axes majeurs. Comprendre quel est le cadre actuel qui est particulièrement intéressant de ce type d'outils et de préparation d'épargne et de retraite. Quelle est l'imbrication des différentes solutions actuelles d'épargne salariale et retraite, notamment en termes de respect de plafonds fiscaux finalement. Et puis, finalement, se rendre compte que
on peut mettre des choses en place de façon assez simple. Ce sont des outils qui sont extrêmement efficaces. Vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux d'optimisation. Et enfin, on va vous donner quelques pistes qui nous paraissent, nous, particulièrement intéressantes à développer pour répondre à différents besoins que vous pourriez avoir. Voilà. Donc, on est sur cet objectif-là, sachant que Émeric travaille de plus en plus sur ce type de besoins et de problématiques. Et donc, il saura extrêmement bien vous accompagner dans le temps. Voilà. Alors, pour ce qui concerne un cadre exceptionnel pour se constituer une épargne grâce à votre entreprise ou votre structure, si vous en avez une, vous pouvez être salarié d'une entreprise ou dirigeant, quel que soit votre statut, hein, comme vous l'avez évoqué dans les visioconf précédentes, et également l'interdépendance des plafonds. À titre, on va dire, totalement culturel actuel, on sait qu'aujourd'hui, la retraite est un sujet important parce qu'il y a un désengagement de l'État, que le taux de remplacement qu'on peut espérer avoir de revenus au moment où on liquide nos droits et qu'on part à la retraite est extrêmement faible, enfin, il s'affaiblit de plus en plus, qu'en plus, on a eu un effet d'allongement de l'espérance de vie, alors peut-être qu'un jour, ça va se stabiliser quand même, toutefois aussi, donc la retraite complémentaire, aujourd'hui, si on compte sur l'État, on n'est pas très bien. Voilà. Donc, il faut absolument trouver des systèmes complémentaires privés. Aujourd'hui, l'État a permis et permet avec cette loi Pacte, alors c'était déjà le cas depuis 2003 avec la loi Fillon, hein, l'épargne salariale, la création du PERP, du PERCO, tous ces sujets-là, eh bien, ça a renforcé encore le développement de ces outils en espérant pouvoir s'appuyer davantage sur l'économie et donc les entreprises pour aider les particuliers davantage à préparer leurs différents projets. Donc, on va réfléchir et voir tout ça aujourd'hui avec notamment le PER. Et le PER, ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite, c'est plus qu'un seul et même, on va dire, outil dans lesquels on va avoir plusieurs briques. Et on va voir comment s'imbriquent ces briques. Alors, il y a Amandine Chen qui a du mal à se connecter a priori. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'elle a utilisé 2 canaux différents. Alors, la loi Pacte renforce l'interdépendance entre épargne salariale et épargne retraite. L'épargne salariale, c'est concrètement, ce sont des outils, c'est clairement, excusez-moi, il faut que je... Voilà. L'épargne salariale, c'est un plan d'épargne d'entreprise. Le plan d'épargne d'entreprise, c'est un outil à 5 ans d'épargne, donc relativement court terme, qui peut être alimenté par des versements personnels, mais également par des montants issus de l'entreprise. Donc, l'épargne salariale avec le réceptacle PEE n'a aucun impact en termes d'imbrication de plafond quel qu'il soit. Le PEE reste et subsiste l'enveloppe qu'il était avant la fameuse loi Pacte. En revanche, au niveau de la loi Pacte, il y a eu création d'un PER et le PER, eh bien, vous pouvez l'ouvrir à travers votre entreprise ou à titre personnel, tout seul, chez votre assureur ou chez les différents assureurs proposés par Émeric ou par RS, ou au niveau de votre entreprise. Également, vous n'êtes pas obligé d'aller ouvrir votre PER à titre individuel. Le PER que vous ouvrez au niveau de votre entreprise bénéficie d'un certain nombre d'avantages, parfois encore plus intéressants d'ailleurs. Ainsi, vous pouvez alimenter ce PER en fonction de l'environnement dans lequel vous l'avez mis en place, soit par des efforts d'épargne personnelle, soit par des outils de rémunération collective dans le compartiment 2, typiquement. Alors, je vais cacher les vidéos parce que du coup, ça gêne un peu. Voilà, vous avez 3 compartiments dans ce PER. Un compartiment individuel, un compartiment collectif qui accueille les flux d'épargne salariale et puis un compartiment 3 qui est le compartiment qui accueille les versements catégoriels obligatoires, le fameux ex-article 83. Ces 3 compartiments bénéficient de conditions particulières. Alors, excusez-moi. Donc là, on est en plein, justement, ce qu'on disait sur l'harmonisation et le fait qu'aujourd'hui, maintenant, le PEE et le PER pardon, est l'outil incontournable. Il est totalement incontournable, on ne peut pas passer à côté. À partir du 1er octobre 2020,
il ne sera plus possible typiquement d'ouvrir un Madelin tout seul, d'ouvrir un PERP. Typiquement, on ne pourra plus ouvrir qu'un PER, soit individuellement, soit grâce à l'entreprise. Lorsque les conditions le permettent, vous allez voir, on a effectivement parfois tout intérêt à profiter du PER que l'entreprise nous met à disposition. Donc, vous mettrez à disposition de votre entreprise, bien sûr. Alors, concrètement, nous avons ici une explication. Alors, excusez-moi, c'est difficile de se concentrer parce que j'essaye d'admettre en même temps les participants qui arrivent un petit peu en retard. Comment peut-on alimenter ces plans d'épargne? Donc, dans le cadre du PE, qui sort de toute considération retraite directement, même si c'est une façon d'alimenter et de préparer sa retraite quand même, parce qu'on va augmenter l'épargne sur cette enveloppe, évidemment, le PEE accueille tous les versements personnels que vous souhaitez faire. Vous pouvez verser jusqu'au quart de votre rémunération annuelle dans un PEE. Ça, c'est un plafond en flux. Vous n'avez pas de plafond en stock détenu. Allez également la possibilité d'alimenter ce PE avec des solutions de rémunération collective que l'on a pu mettre en place dans l'entreprise sous certaines conditions qu'on va évoquer rapidement tout à l'heure, que ce soit de l'abondement, de l'intéressement ou de la participation. Le PER ouvert au sein de l'entreprise, eh bien, on peut alimenter le compartiment 1 avec des versements personnels, le deuxième à travers, même chose que le PE, la rémunération collective mise en place dans l'entreprise, et le troisième, si on met en place l'équivalent d'un article 83 qui correspond au compartiment 3 aujourd'hui du PER d'entreprise. Il est également possible de transférer des enveloppes vers d'autres enveloppes. Donc, je peux transférer un PEE vers un PEE. Je ne peux pas transférer un PEE vers un PER, qu'il soit individuel ou collectif. Donc, mon enveloppe court terme n'est pas transférable sur mon enveloppe retraite. Et inversement d'ailleurs. Donc, je peux transférer tous les montants issus d'un ancien plan d'épargne d'entreprise vers le plan d'épargne d'entreprise que j'ai la chance d'avoir potentiellement dans ma nouvelle structure, c'est possible, ou mon entreprise peut souhaiter changer de prestataire et on décide collectivement de transférer l'épargne du prestataire A vers le prestataire B. Voilà. Dans le cadre du PER ouvert au nom de l'entreprise, je peux alimenter par transfert mon compartiment 1, tout ce qui est ancien PERP, ancien Madelin, les préfonds, Corem, donc ça c'est pour, on va dire, les fonctionnaires, les CRH, ça c'est les hospitaliers, ou bien à titre personnel, si j'avais eu la chance en tant que salarié d'avoir un article 83 dans une structure, la possibilité de transférer les versements individuels facultatifs de cet article 83. Donc ça va dans le compartiment 1 de mon PER. Dans le 2, vous l'avez... Pardon. Donc ça sous-entend qu'à partir de maintenant, on peut faire ces transferts systématiquement, quels que soient les contrats qu'on avait auparavant. Absolument. Je suis libre d'aller mettre l'intégralité de ces dispositifs dans mon PER, d'ailleurs, qu'il soit ouvert au titre de l'entreprise ou à titre individuel. C'est la même chose, je peux, dans mon compartiment 1, tout mettre. Dans le 2, en revanche, je peux transférer tout ce qui concerne l'épargne salariale, on va dire retraite. L'ancien PERCO est transférable sur le compartiment 2. On dit l'ancien PERCO parce qu'il porte aujourd'hui un autre nom, puisqu'il y a certaines dispositions qui sont adaptées à la loi Pacte. Et puis, compartiment 3, tout ce qui concerne mon ancien article 83. Alors, je peux transférer ce qui concerne mon article 83 dans le compartiment 3 de mon PER d'entreprise si et seulement si je ne fais plus partie de la structure, c'est-à-dire que je ne suis plus tenue d'adhérer à cet article 83 que je souhaiterais transférer dans mon compartiment 3 de PER. C'est une contrainte. Si l'entreprise est tenue encore d'adhérer, et moi-même également, puisque je fais encore partie de cette entreprise, à un article 83, je ne peux pas le transférer. Aujourd'hui, c'était déjà le cas remarqué avant. Donc, voilà. À titre individuel, si j'ouvre un PER, eh bien, l'enveloppe est moins intéressante sur certains aspects et l'est plus sur d'autres. En tout cas, en termes d'alimentation et de flux, c'est moins exponentiel que le PER d'entreprise, puisque je vais pouvoir l'alimenter par tout ce qui est flux individuel et transfert sur le compartiment 1 qu'on vient d'évoquer. Je peux éventuellement transférer dans le compartiment 2 et 3 mes transferts, mais je ne peux pas faire de nouvelle alimentation, donc de nouveaux flux sur les compartiments 2 et 3 lorsque je suis dans le cadre d'un PER individuel. Bon, tout simplement. Donc, ça sous-entend qu'à titre individuel, on peut récupérer ce qu'on avait déjà auparavant dans l'épargne salariale. Oui. Dans le PER, on pourra continuer à abonder oui. de son côté
de manière individuelle, mais dans le compartiment 1. Alors, pas bon, attention aux termes que l'on utilise, hein, évidemment. Excusez-moi. Verser personnellement, oui, dans le compartiment 1 du PER individuel ou d'entreprise, toujours. Et qu'à côté de ça, on aura un compartiment 2 qui sera qui prolongera finalement le placement qui avait été fait dans le cadre de l'épargne salariale auparavant. Non. En fait, il ne prolonge pas, il permet juste de récolter les flux. Oui, mais donc, j'avais effectivement, alors peut-être qu'on se... C'est une question de terminologie, mais... Ça veut dire qu'il continue à fructifier avec l'allocation qu'on y mettra dans le PER. Ah oui, oui, complètement. Hein. Donc, je peux l'alimenter, ce compartiment 2 et 3, par de l'épargne salariale que j'avais avant ou pas. D'ailleurs, je peux même le transférer tous les 3 ans. Hein. On en reparlera éventuellement. Mais je ne peux pas alimenter avec des nouveaux flux. En transfert, c'est considéré comme n'étant pas de nouvelles collectes. Nouveaux flux en français. Donc, je peux effectivement... C'est valable, par exemple, pour quelqu'un qui est à la retraite et qui avait une épargne salariale à travers son entreprise. C'est possible, du coup, de transférer cette épargne salariale sur son PER et puis de continuer à verser à titre individuel. Exactement, et n'avoir plus qu'une seule enveloppe, simplifier un petit peu. En fait, c'était un des objets, d'ailleurs, de la loi Pacte. C'est intéressant, on trouve souvent cas de figure. Essayer, effectivement, de simplifier la retraite pour l'adhérent au final. Même si, dans les faits, ce n'est pas plus simple parce qu'on a toute une période de transition qui complexifie un peu le sujet. Mais à terme, l'objectif, effectivement, de cette loi Pacte est de simplifier la préparation retraite complémentaire des personnes. Hein, donc, effectivement, je peux tout mettre sur un même support quand je pars à la retraite ou quand je sors d'une entreprise. Alors, quel est le cadre fiscal de nos deux typologies d'enveloppes, le PE et le PER? Eh bien, tout ce qui est alimenté dans un PEE, à la sortie, alors déjà à l'entrée, on va voir sur les montants, mais à la sortie en tout cas, non, à l'entrée, pardonnez-moi, je n'ai pas de fiscalité sur les montants que j'investis dans mon PEE. Donc, que ce soit de la rémunération collective ou de la rémunération personnelle, des versements d'épargne personnelle, je n'ai pas de fiscalité. Et pour l'entreprise, c'est 0 coût. En gros, pour 1 000 € de coût pour l'entreprise, c'est 1 000 € au bénéficiaire. La seule taxe qui subsiste pour le bénéficiaire sur les montants issus de l'épargne salariale, c'est la CSG-CRDS. Mais pour l'entreprise, de moins de 50 salariés, elle n'a absolument aucune taxe. Le salarié, lui, n'a pas à déclarer en revenu l'abondement, l'intéressement, etc. à partir du moment où c'est investi dans l'enveloppe. Donc, extrêmement efficace. Et lorsque c'est possible, toujours prioriser le PEE, parce que par rapport à un euro dépensé, il n'y a rien de plus efficace en net en poche du bénéficiaire. Et dans le cadre du PER, eh bien, mon compartiment 1, je peux l'alimenter par transfert, comme on l'a vu juste avant, mais également par des efforts d'épargne personnelle. Je n'ai pas de plafond de versement, d'ailleurs, dans ce plan d'épargne retraite. La seule chose qui est nouvelle, c'est qu'à chaque fois que je veux verser dans ce plan d'épargne retraite, je vais décider si je souhaite que mes versements soient déductibles de mon revenu sur l'année ou non déductibles, dans le cadre des plafonds qu'on va revoir ou qu'on va voir, de déductibilité, qui étaient les anciens plafonds PERP. Chaque année, vous décidez si c'est intéressant ou pas pour vous de rendre ce versement déductible ou non. Donc, vous pouvez absolument penser à faire appel à Chartron Patrimoine pour vous accompagner dans cet aspect d'optimisation fiscale pour vous chaque année. Hein, donc ça, il ne faut pas hésiter, en fonction de votre situation. Et puis ensuite, tout ce qui est montant issu de l'épargne salariale, c'est le même principe dans le compartiment 2, l'abondement PER-ECO, l'abondement du compartiment 2 dans le PER d'entreprise. C'est le même avantage que celui dans le PE. Et puis le compartiment 3, eh bien, mes cotisations employeurs sont taxées de 16% de forfait social au niveau de l'entreprise, même si le salarié, dans certaines limites de cotisation, n'a pas à déclarer ses cotisations en revenu. Okay. Nous avons perdu quelqu'un. Christelle, oui. J'ai une question alors, qui apparaît pas en public, mais qui est intéressante. Juste préciser en deux mots, parce que c'est peut-être pas encore très clair pour tout le monde. La question, c'est quelle est la différence entre PER entreprise et individuel? En fait, c'est pas PER entreprise et individuel, c'est dans le PER, il y a plusieurs poches. Il y a l'individuel, c'est tout ce que, à titre privé, on peut verser.
Et en fait, entreprise, c'est ce que vous appelez c'est le collectif, en fait. Hein. Et là, on va dire, c'est le cadre de l'épargne salariale, finalement, c'est l'abondement d'entreprise. Alors, pour appuyer ce que vous dites, Émeric, en fait, c'est de l'abstrait quelque part. C'est-à-dire que Ouais. dans l'absolu, on a un PER, mais en pratique, on a deux modalités finalement de souscription. Enfin, l'un peut aller avec l'autre et inversement. D'ailleurs, je peux avoir les deux modalités. Rien ne m'empêche d'avoir les deux. Soit je suis tout seul, je décide tout seul d'avoir un PER et je peux l'ouvrir à titre personnel, ce qu'on appelle le PER individuel. Je n'ai pas besoin d'avoir des salariés et un patron qui me disent qu'on ouvre un PER en fait, ou d'avoir des salariés quand je suis patron moi-même. Donc je peux ouvrir à titre personnel un PER et donc cette fois ce PER, comme il n'est pas dans le cadre de l'entreprise, eh bien il a des conditions particulières, ce qu'on appelle le PER individuel qui ne peut être alimenté que dans le compartiment 1 en nouvelle épargne. Hein. Mais je peux quand même décider d'unir l'ensemble des différentes solutions dont je dispose ou j'ai disposé avant la loi Pacte en demandant à transférer tous mes avoirs existants de mes anciennes solutions. Et puis ensuite, au niveau de l'entreprise, eh bien, je peux alimenter ce PER quand j'ai la chance d'avoir cette enveloppe au niveau de mon entreprise en augmentant cette alimentation des outils d'épargne salariale qui existeraient dans mon entreprise et retraite complémentaire de type article 80. Voilà. Merci Christelle. C'est vrai que c'est nouveau. Moi, j'ai mis un peu de temps à bien avoir le schéma en tête. C'est censé simplifier à terme les objectifs de chacun. Alors, c'est intéressant aussi de se concentrer sur les possibilités de sortie de ces différentes enveloppes. Le PEE, c'est un outil qui est extraordinaire parce que non seulement il ne rentre pas dans les considérations de respect des plafonds fiscaux de retraite, mais en plus, à la sortie, eh bien, les montants que je débloque ou qui sont disponibles eh bien, sont totalement débloqués en capital. Donc, je dispose d'un capital et dont la seule fiscalité, on va le voir, c'est 17,2% sur mes plus-values. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je peux sortir en une fois, ce qui existe, ou en plusieurs fois, ce qu'on appelle le rachat fractionné, au rythme qui m'intéresse. En revanche, le plan d'épargne retraite, c'est intéressant parce que, en fait, en fonction des compartiments que vous avez alimentés, les conditions de sortie ne sont pas forcément les mêmes. Le compartiment 1 et le compartiment 2, tout ce qu'il y a dessus, vous aurez la liberté de choisir entre totalement capital ou partiellement, c'est-à-dire que vous choisissez ce qu'on appelle des rachats fractionnés, de débloquer un certain montant régulièrement, d'en augmenter le montant ou d'en diminuer le montant, etc. Mais également en rente si vous préférez. Donc, et ou d'ailleurs, vous pouvez faire un bout en capital, l'autre bout en rente, c'est assez libre. Donc, un des principes de cette loi Pacte, c'est de rendre la liberté aux gens à la sortie et de ne pas être enfermé dans un produit uniquement en rente, par exemple. Alors même que le compartiment 3, tout ce qui est ex-article 83, lui, ne sort que en rente. Voilà, donc vous avez une certaine souplesse grâce à ce PER qui n'existait pas forcément avant, où on était parfois emprisonné dans certains produits retraite en rente chez l'assureur. À la sortie, quelle est la fiscalité? Donc sur mon PE, je vous le disais, juste une CSG-CRDS sur les éventuelles plus-values réalisées, donc ni sur le capital que j'ai investi, mes versements, bref, donc extrêmement favorable. C'est pour ça que je vous disais toujours prioriser quand c'est possible. Et puis ensuite, en ce qui concerne le plan d'épargne retraite, voilà la particularité. C'est un peu le même principe, on va dire, que pour ceux qui en avaient sur le PERP. Le principe, c'est que tout ce qui se retrouve sur mon compartiment 1, à la sortie, eh bien, la fiscalité va dépendre de si j'ai décidé à l'origine de mes versements que mes versements étaient déductibles ou non déductibles au moment des versements de mon revenu. Si j'avais décidé que mes versements étaient déductibles à l'entrée, eh bien, à la sortie, c'est fiscalisé. C'est le principe d'ailleurs de la plupart des solutions retraite. Quand c'est défiscalisé à l'entrée, c'est fiscalisé à la sortie et inversement. Si en revanche, j'avais décidé que mes montants soient non déductibles, à ce moment-là, eh bien, à la sortie, je n'ai pas de fiscalité sur le capital que j'ai investi. En revanche, j'ai une fiscalité un peu plus importante que dans le PE sur les plus-values réalisées. Je suis à 30% sur les plus-values. Et puis, à la sortie, dans mon compartiment 2, eh bien, j'ai les mêmes avantages dans le PERCO, en fait, mes pactes compatibles, que
les avantages du PEE à la sortie. C'est extrêmement intéressant, tout ce qui est permis d'alimenter l'abondement, l'intéressement et la participation à la sortie, eh bien, on a une fiscalité extrêmement allégée sur l'IR. Uniquement 17,2 sur les plus-values d'ailleurs. Donc, quand j'ai des avoirs dans mon PER-ECO, enfin PERCO compatible pacte, eh bien, je vais avoir un distinguo de fiscalité entre ce qui a été à l'origine lié à mes versements personnels et ce qui a été à l'origine lié à la rémunération collective de mon entreprise investie dans le PER-ECO. Voilà. Donc ça, c'est un… Voilà, après, c'est le prestataire qui va vous faire le distinguo, évidemment, parce que imaginez que les versements personnels que vous avez réalisés au fil du temps, un coup, vous avez décidé qu'ils soient déductibles, un coup, vous avez décidé qu'ils soient non déductibles d'une année sur l'autre. Donc, évidemment, ça, c'est des développements qu'ont réalisé nos différents prestataires pour pouvoir distinguer, bien sûr, les deux à la sortie pour le jour où vous souhaitez disposer de vos montants. Donc, le PEE, on priorise, c'est le moins taxé en France, c'est le plus simple, c'est une enveloppe plus court terme. Et puis ensuite, voir comment on peut préparer à travers le PER, soit au niveau individuel, soit au niveau de l'entreprise, un peu mieux cette retraite complémentaire. Si je souhaite sortir en rente, donc le PEE, on ne sort pas en rente, ce n'est pas possible. En revanche, le PER, c'est tout à fait possible. Eh bien, tout ce qui est issu de mon compartiment 1, toujours le même principe, ça va dépendre de est-ce que j'ai rendu mes versements déductibles à l'entrée ou non déductibles à l'entrée. Si, pour la part des versements déductibles à l'entrée, eh bien, à la sortie, ces montants-là sont taxés d'une rente viagère à titre gratuit. Alors, c'est un peu barbare, ces mots d'assureur, là. En fait, c'est pas du tout comme son nom l'indique, c'est une rente qui est totalement fiscalisée à la base. Donc, en fait, je déclare la totalité en revenu de cette rente. Sauf que pour le PER, ils ont inventé quelque chose, c'est qu'il y a une part de cette rente viagère qui bénéficie d'un abattement, alors on l'a précisé en tout petit, de 17,2% en fonction de l'âge auquel vous partez à la retraite. Donc il y a des paliers. C'est 17,2 de taxation, Oui, mais il y a un abattement. il y a un petit abattement. C'est Exactement, un abattement de 10%, c'est ça, non? en fonction de l'âge. Alors c'est le même principe que la rente à titre onéreux, qui est la rente qui est moins fiscalisée à la base, puisqu'une rente à titre onéreux, c'est une rente qui est fiscalisée en fonction de l'âge auquel vous partez à la retraite. Alors, de mémoire, par exemple, si vous partez à 69 ans, vous ne déclarez que 40% de votre rente. Si vous partez à… Alors, il y a des paliers d'âge comme ça. Et c'est les mêmes paliers sur cette part-là pour la partie de versement déductible. Donc, ça, c'est quelque chose qui est calculé. Il y a des simulateurs, etc., sur lesquels Charte en patrimoine peut s'appuyer pour vous faire une étude à la sortie. Et puis ensuite, tout ce qui est dans le compartiment 2, à savoir en rente, l'abondement PERCO, eh bien, c'est une rente viagère à titre onéreux qui est plus favorable qu'une rente à titre gratuit. Et puis malheureusement, la rente de l'ex-article 83 ne change pas, elle est toujours soumise à l'IR, en plus d'une taxe à 10,1% de prélèvements sociaux. C'est moins intéressant la rente du 83. Alors pourquoi on parle de l'article 83 ? Je ne sais pas si certains connaissent. L'article 83, c'est le Madelin des salariés. Donc, c'est un outil de retraite supplémentaire que mon entreprise met à ma disposition qui permet, c'est un outil collectif. En revanche, je peux cibler les personnes qui bénéficient de cet article 83, qui sont manifestement des versements retraite complémentaires, des cotisations en fait, faites par mon employeur, que je n'ai pas à déclarer en revenu dans une certaine limite, qui bénéficient de certaines exonérations en termes de charges sociales, et qui me permettent d'alimenter un produit, une part en rente dans mon PER aujourd'hui. Mais je peux cibler pour des cadres ou des non-cadres ou des cadres de niveau supérieur, etc. Alors, on ne peut pas faire les cadres sup, on ne peut plus faire les cadres dirigeants non plus, mais on peut cibler un petit peu les populations bénéficiaires de ces types de rentes. Alors, une des grandes révolutions de cette loi Pacte, c'est que mes montants sont rendus disponibles à la sortie, en capital si je le souhaite à 100%, ou en partie en rente, ou en rachat fractionné. Mais je peux avoir des moments de vie où je peux disposer de cette épargne. Le plus souple, évidemment, c'est le PEE. Donc, j'ai mes montants qui sont bloqués pendant 5 ans glissants dans le PEE. Toutefois, à l'intérieur de ces 5 ans de blocage, je peux demander à débloquer mon PEE en toute défisque si un des 10 cas de déblocage que l'on vous a listés ici se présente. Dernier en date qui a été ajouté, c'est malheureusement les violences conjugales. Les cas les plus utilisés sont les mariages, l'acquisition de la résidence principale et la naissance des enfants. Ça, c'est les plus utilisés.
mais je peux aussi en disposer si je crée une entreprise, moi ou mon conjoint, etc. Le PER, lui, donc c'est assez souple, hein, le PE. Le PER, lui, eh bien, ça va dépendre un peu des compartiments. Le compartiment 1 et 2 est plus souple que le 3. Compartiment 1 et 2 me permettent de débloquer pour achat de résidence principale. Et ça, c'est la grande nouveauté par rapport à l'anciennement le père, pas anciennement le Madelin. Je peux disposer de mes montants pour acheter une résidence principale. Grande nouveauté également. Et puis ensuite, les cas de déblocage sont des cas, on va dire, plus graves, de type surendettement, de type décès, invalidité, etc. Compartiment 3, ça ne change pas. Ce sont uniquement les cas graves qui permettent de disposer des montants avant le départ à la retraite. Donc, l'objectif, rendre l'utilisation des montants capitalisés un peu plus souple à travers une vie personnelle et professionnelle avant même d'avoir liquidé ses droits. Alors, j'espère que je ne vous ennuie pas trop avec mes sujets parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi y a-t-il une interdépendance forte entre les différents compartiments que l'on évoque? Eh bien, tout simplement parce que depuis longtemps déjà, nous avons des plafonds de déductibilité et d'optimisation fiscale de ces solutions retraite, d'épargne salariale et retraite. Vous n'êtes pas sans savoir, je dis ça, je fais ma maline, mais que depuis 2003, création du PERP, la loi Fillon a créé une interdépendance de plafond de retraite individuelle et il est donc possible chaque année de verser jusqu'à 10% de son revenu net N-1, alors c'est sur un outil retraite. Donc, je peux faire des versements 163X, c'est le nom barbare pour expert, sur mon enveloppe PER. Jusqu'à 10% de mon revenu net N-1 peuvent venir réduire ma base imposable, en fait, d'autant. Ça, c'est mon plafond de déductibilité. Alors, rentre dans ces 10% de net N-1 en termes de plafond de montant annuel, également mes éventuelles cotisations Madelin pour partie, si je suis non salarié, ou article 83 si je suis salarié, ou abondement PERCO, qui est la partie épargne salariale retraite. Je peux également récupérer cette année des plafonds que je n'aurais pas encore utilisés, de 10% du net N-1 des années antérieures. Je peux en récupérer jusqu'à 3, notamment. Et je peux également utiliser les plafonds que mon conjoint n'aurait pas utilisés. Donc, je peux, typiquement, sur une année, par exemple, si je n'avais pas travaillé sur le sujet pour moi-même jusqu'alors, décider d'avoir, et que j'ai un petit peu d'épargne de côté, bien, en une fois, baisser significativement ma base imposable, par exemple. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je donne juste une petite précision. Ces informations-là, on les retrouve sur les avis d'imposition. Vous avez en général, c'est tout à la fin, la dernière page. Vous avez justement tous ces plafonds non consommés des dernières années, avec un montant sur la dernière ligne, qui est le montant que vous pouvez utiliser et qui servira donc du coup de montant plafond pour le versement sur le PER à présent. Exactement. Le salarié, lui, son plafond, c'est bien toujours le 10% à titre personnel. Hein, donc, ce plafond qu'on évoque là de 10% du net N-1 moins les cotisations versées, ben, c'est valable pour un non-salarié. Les cotisations versées peuvent être l'abondement PERCO et peuvent être le Madelin. Et c'est valable pour un salarié. Les cotisations versées peuvent être un article 83 versé ou un abondement, évidemment. Mais sinon, le plafond individuel reste le même en termes de plafond de versement annuel et de récupération d'années antérieures. Quel est mon plafond de cotisation, justement, ex-article 83 ? On appelle maintenant le versement obligatoire supplémentaire, le compartiment 3. Eh bien, mon employeur peut cotiser jusqu'à 8% de mon revenu annuel brut dans la limite de 8 plafonds annuels de sécurité sociale sans que j'ai à déclarer cette cotisation en revenu, donc pas de fiscalité dessus. En revanche, j'ai une exonération de charges sociales patronales et salariales seulement sur 5% de cette cotisation dans la limite de 5 passes. Voilà. Donc ça, c'est pour que vous sachiez, hein, les instances gouvernementales n'ont jamais souhaité faire en sorte que ce soit simple. Ils auraient pu coller à 5 et 5 ou à 8 et 8. Non, il y a une différence qui est faite. Et sur cette part à 5%, l'entreprise a une taxe de 16% à payer. Donc ça, c'est le plafond au niveau collectif du salarié. Il ne peut pas aller au-delà en termes de défisc sur son plafond d'épargne entreprise, on va dire.
Donc, si on fait un exemple, notre salarié gagne 50 000 € par an, net imposable N-1. Il y a un abattement de 10% pour le calcul du plafond personnel individuel. Hein, c'est 10% du net N-1 moins abattement pour le salarié et hors abattement pour le non-salarié en BIC-BNC, par exemple. Eh bien, sur 4 500 €, j'ai eu la chance d'avoir un abondement PERCO l'année dernière à 500 €. J'avais un article 83 à 1 000 €. Eh bien, j'enlève d'ores et déjà, pour savoir ce qui me reste à aller chercher en termes de déductibilité cette année, mes 1 000 € d'article 83 et mes 500 € d'abondement PERCO. Je peux encore verser 3 000 € sur un PER compartiment 1, si je le souhaite, pour venir réduire ma fiscalité de l'année. Le non-salarié, lui, il n'a pas un article 83, mais potentiellement un ex-Madelin. Donc, l'ex-Madelin, aujourd'hui, eh bien, les cotisations à ce titre s'appellent les 154 bis, donc c'est référence au Code général des impôts, hein, tout simplement. Il y a une formule de calcul de son plafond maximum de cotisation Madelin qui existe, avec deux parties, une partie à 10%, une partie à 15%. Ça, c'est pour savoir jusqu'à combien il peut cotiser au titre d'un Madelin, donc retraite complémentaire pour les non-salariés. Et dans le calcul du plafond individuel de déductibilité annuelle de 10% du net N-1, il y a une part de ce calcul qui est retirée pour donner de l'air supplémentaire en termes de montant de cotisation possible de déductibilité personnelle. Alors, Émeric reviendra vers vous pour vous expliquer ça un petit peu mieux. Je n'ai pas envie de vous polluer aujourd'hui tout de suite, mais en effet, au final, par exemple, j'ai un BNC à 100 000, je peux verser 10 000, il manque un zéro. Hein, voilà. Sur 10 000 €, c'est pas 1000, hein, c'est bien 10 000, excusez-nous, je vais le mettre à jour. J'ai eu, par exemple, 3 000 € d'abondement PERCO l'année dernière. J'ai versé 12 000 € de cotisation Madelin. Je retire la part de cotisation Madelin qui me permet d'avoir un peu plus de place pour faire une cotisation complémentaire. Donc, je ne tiens compte dans mon calcul de disponible Madelin que d'une petite partie dans mon calcul de déductibilité. Il me reste sur mes 10 000 encore 5 700 € que je pourrais verser à titre personnel dans mon PER pour venir encore réduire ma fiscalité personnelle de l'année. Donc ça, ce sont des calculs que Chartron Patrimoine va réaliser pour vous afin de connaître quel est le montant optimum que vous pourriez verser encore cette année pour aller chercher de l'épargne complémentaire d'une part, mais également une certaine déductibilité pour vos revenus sur l'année. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec mes histoires de calcul d'optimum fiscal et de préparation en retraite complémentaire. En tout cas, rassurez-vous, finalement, on parle beaucoup d'épargne salariale. On dit, oulala, mais alors il y a des salariés, et puis comment je vais faire? Puis c'est compliqué, il faut faire des calculs. Mais en fait, à travers les années, les systèmes et dispositifs d'épargne salariale et retraite se sont simplifiés en termes de formalisme. Et finalement, on va voir que ce n'est pas si compliqué que ça, au contraire. Parce que nous, on va toujours avoir pour discours de vous dire il n'y a rien de plus efficace en termes de sous-dépensés par rapport à des sous-nets en poche que l'épargne salariale. La seule grosse contrepartie de cela, c'est que eh bien, on est forcément dans du collectif. Voilà. Donc, les dispositifs que l'on met à disposition sont des dispositifs qui sont valables pour tous et toutes dans l'entreprise, dirigeants comme salariés, quels que soient les statuts des uns et des autres. Donc, ce sont quoi? Ce sont des accords collectifs d'entreprise qui sont négociés entre l'employeur et les salariés. C'est bien l'employeur qui met à disposition ce type d'enveloppe et d'outils. Ça, c'est pour l'alimentation, la participation et l'intéressement. Et puis, ce sont des plans d'épargne, des réceptacles d'épargne, le PE et le PER d'entreprise, qui peuvent être alimentés également par de l'abondement. Donc, on va pouvoir, grâce à cette épargne salariale, répondre à des objectifs de retraite complémentaire, d'épargne complémentaire, mais également d'optimisation des rémunérations, puisque c'est des montants qui coûtent très peu cher à l'entreprise, et de motivation, voire même de fidélisation de ses salariés. Donc, ça concerne vraiment tout le monde à partir du moment où, dans la structure, j'ai à minima un salarié, qui soit à plein temps ou à mi-temps, peu importe, qui soit distinct du mandataire social. Le dirigeant, lui, eh bien, quel que soit son statut, on s'en fiche, il est en BNC-BIC ou il est dirigeant d'une SAS, peu importe, il est article 62 ou pas, il est également bénéficiaire dans certaines limites de nombre de salariés, jusqu'à 250 salariés typiquement, maximum,
des dispositifs d'épargne salariale. Et contrairement à ce qu'on pense, ce sont des dispositifs qui restent souples et manipulables par les chefs d'entreprise, notamment dans les structures de moins de 50 salariés, à travers le temps. Souvent, c'est un stress de la part de nos clients qui disent « mais oui, mais une fois que j'ai fait ça, je ne peux plus en sortir ». Pas du tout. Vous pouvez piloter cette épargne salariale régulièrement, et, chaque année par exemple. L'air de rien, si toutes les conditions le permettent, ça permet de mettre de côté ou de verser 71 000 € par an et par personne au titre de l'épargne salariale. Donc évidemment, ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de plein de choses, mais les maxima sont quand même assez impressionnants en termes de montants par an par personne. Ce sont des montants d'intéressement, de participation ou d'abondement sur lesquels on ne paye pas de charges patronales, pas de charges salariales et pas d'impôts. Ça vient réduire l'IS de fait, enfin l'impôt société ou l'impôt IR, quelles que soient les modalités de la structure, parce que c'est de la charge de personnel tout simplement. Juste oui. un mot, Christelle, quand vous dites que c'est souple, ça veut dire que chaque année, on choisit le montant, évidemment en fonction de l'activité, qu'on veut attribuer. Alors, c'est souple dans le… C'est harmonieux en fonction de l'ensemble des salariés. Alors, il y a quand même un formalisme à respecter, c'est-à-dire que ce sont des accords collectifs dans lesquels on va dire exactement, écrire ce que l'on souhaite. D'accord ? Par contre, on va définir quoi ? Et en fonction des boîtes à outils, j'ai plus ou moins de liberté de choix de montant, de règles de calcul, etc. Toutefois, c'est modifiable par avenant. C'est négocié la plupart du temps avec ses salariés. Il y a des outils qui permettent de rester en modification unilatérale du chef d'entreprise, mais ça reste assez souple. Il y a quand même un formalisme, mais ça reste assez souple. Exemple, la participation et l'intéressement. La participation, qu'est-ce que c'est ? C'est une prime de partage de résultats qui dépend d'une formule légale minimum obligatoire de partage de résultats. On va distribuer jusqu'à la moitié de son résultat au titre de la participation sur une année. Et à titre individuel, c'est quand même quelque chose qui représente jusqu'à 3/4 d'un plafond annuel de sécu de primes par an max par personne. Elle est peu souple, cette participation, parce qu'elle doit à minima dépendre de cette formule légale obligatoire qui est assez complexe. Toutefois, donc, ça répond à des objectifs dans certaines entreprises et cette participation n'est obligatoire que dans l'entreprise de plus de 50 salariés. Et une entreprise de moins de 50 salariés peut choisir sous certaines conditions de faire bénéficier de cette participation. Et généralement, c'est plus adapté à la structure qu'on va dire plutôt patrimoniale, où on n'a pas la contrainte du collectif parce qu'il n'y a pas de maîtrise, justement, Émeric, vous avez mis le doigt dessus, de la formule de calcul. C'est forcément la formule légale, point de partage de résultats à minima. Donc, on est plus enclin à distribuer de la participation lorsqu'on est sur une structure dite patrimoniale, par exemple, quand le ou les salariés sont issus de l'environnement familial, on n'a pas cette contrainte du collectif où on est en face d'un chef d'entreprise qui dit « moi, je veux faire plus pour moi que pour mes salariés », ce qui paraît naturel souvent, notamment dans la TPE. Donc là, la participation est adaptée. Sinon, ce n'est pas adapté parce que c'est quand même des montants qui distribuent jusqu'à 30 000 €. Et si sur une année, on explose ses résultats, eh bien, on est obligé, dans ce cas, de distribuer quand même 30 000 € à ses salariés. Donc, la participation, pas beaucoup de souplesse. En revanche, l'intéressement, lui, l'est davantage puisque l'intéressement, c'est une prime à la performance. C'est un outil de motivation et d'amélioration de performance que l'entreprise va définir pour 3 exercices de calcul et elle va définir les objectifs à atteindre d'amélioration de résultats qui, s'ils sont atteints, déclenchent une prime et elle définit également librement, mais dans son accord quand même, les montants à distribuer dans la limite de 20% de la masse salariale sur une année. Le plafond individuel, même chose, elle peut dire que c'est moins que le maximum légal étant à 30 000 € cette année. Donc, c'est plus souple dans la petite PME, l'intéressement, parce qu'on va utiliser l'intéressement comme outil de motivation en disant aux uns et aux autres, ben, si on améliore telle chose et telle chose, c'est du qualitatif ou du quantitatif, il faut que ce soit des critères mesurables et identifiables, contrôlables dans le système actuel de gestion d'entreprise. Donc, par facilité, souvent, on choisit des critères de type ratio comptable, amélioration d'un résultat d'exploitation, des choses comme ça. Et si on atteint ces critères d'amélioration, alors ça déclenche la prime pour tout le monde, donc pour le dirigeant comme pour les salariés. Donc, c'est plus souple. Ça reste des outils collectifs. C'est la grosse contrepartie de l'épargne salariale en termes de rémunération collective. C'est l'aspect collectif, puisque derrière ça, j'ai une exonération totale de charges dans la limite des plafonds définis et d'impôts. Juste une question. Oui. L'intéressement et la participation sont forcément à utiliser
ensemble ou elles peuvent être séparées? Alors, c'est une excellente question. En fait, dans l'absolu, le plus simple à mettre en place en épargne salariale, c'est le socle d'épargne, c'est le PE. Je mets à disposition un PE à l'ensemble des bénéficiaires et ensuite, j'ai plusieurs façons d'alimenter ce PE qui est totalement libre pour l'entreprise en termes de choix de boîte à outils qu'elle souhaite mettre à disposition. On va parler de ça juste après, c'est le plus simple. Elle peut mettre en place de l'abondement, donc une prime à l'effort d'épargne des gens dans le plan d'épargne, et ou un accord de participation, et ou un accord d'intéressement, qui sont les trois façons de rémunération collective d'alimenter cette épargne en optimisation fiscale et sociale des montants distribués. Donc, je n'ai aucune obligation. La seule obligation que j'ai, ça va être la participation si j'ai plus de 50 salariés dans ma structure et que je dégage des bénéfices. Tout le reste ne l'est pas. De même que je peux décider de mettre en place un accord d'intéressement. L'accord d'intéressement, l'entreprise le met en place pour 3 exercices de calcul. Elle n'est donc pas obligée de renouveler un nouvel accord d'intéressement, typiquement. Je ne suis pas obligée de mettre en place de la participation si j'ai de l'abondement. Je ne suis pas obligée de mettre en place de l'intéressement si j'ai de la participation, etc. Donc, c'est vraiment des boîtes à outils qui peuvent vivre indépendamment les unes des autres et qui, chacune, répondent à des objectifs différents, finalement, et complémentaires. La seule obligation que je vais avoir en épargne salariale, c'est à partir du moment où j'ai un accord de participation dans l'entreprise, je dois mettre à disposition une enveloppe d'épargne PE. C'est la seule obligation que j'ai, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, ça reste assez souple, hein, même si, bien entendu, ça nécessite d'être un peu accompagné, conseillé là-dessus. Mais voilà, donc, vous n'êtes pas ficelé avec vos outils d'épargne salariale. Vous pouvez augmenter ou diminuer l'alimentation en fonction des boîtes à outils que vous mettez à disposition. Voilà. Alors, il y a quand même aussi un autre point important à retenir, c'est que, outre le fait que c'est négocié avec les salariés ou les représentants du personnel s'ils existent dans l'entreprise de plus de 10 salariés, il faut garder en tête que quels que soient les systèmes que l'on met en place en épargne salariale, il ne faut pas que de fait, on exclue des gens du système, dire ça ne concerne que des cadres, ou, vous voyez, ou que Martine, ou hors Martine, au contraire. Dans les faits, il ne faut pas exclure quelqu'un du système, même si on va essayer de travailler avec vous sur le fait qu'on puisse cibler un petit peu, faire en sorte d'avantager une population plutôt qu'une autre, peut-être, mais ce n'est pas toujours possible. Et surtout, faire attention à ce que ça ne remplace pas un système d'épargne, un système de rémunération déjà existant. Par exemple, la prime de Noël que je distribue depuis des années à Noël chaque année, c'est vachement bien votre système parce que je paye moins de charges, moins d'impôts. Donc, pour un même budget, ça fera plus pour tout le monde. C'est une bonne idée, sauf qu'on est contraint par une réglementation qui nous empêche de remplacer un système de rémunération existant qui est rentré dans l'usage ou qui est contractuel par de l'épargne salariale ou tout autre système de rémunération. Donc, il y a une petite manipulation quand même à la mise en place. Et rassurez-vous, le plus simple, le mieux. Et le plus simple, c'est l'abondement avec le plan d'épargne. Là, déjà, si je mets en place les enveloppes d'épargne salariale, PE, PER d'entreprise, l'ancien PERCO, j'ai déjà beaucoup de choses à travailler. Tout simplement, l'abondement, qu'est-ce que c'est? C'est une prime à l'effort d'épargne. Le principe est simple, c'est qu'à chaque fois que moi, Christelle, je mets 1 euro dans mon plan d'épargne à ma disposition, eh bien, mon employeur me verse une prime complémentaire dans le PE, dans la limite de 3 291 € cette année. Donc, mon employeur va définir un règlement de plan d'épargne dans lequel il va décider du montant par an par personne d'abondement qu'il souhaite faire, le maximum légal étant 3 291 €. Et également un taux d'abondement, on l'a mis au milieu, de 0 à 3 fois. En gros, si le taux d'abondement est de 300%, en versant 1 euro, j'obtiens 3 € d'abondement pour avoir au final 4 € d'épargne dans mon plan d'épargne. Donc, j'ai un PE à 5 ans avec un abondement de 3 200 € par personne et par an si je le souhaite, et c'est mon employeur qui définit le budget. Et ça, pour aller dans votre sens, Émeric, en effet, vous pouvez le manipuler unilatéralement chaque année. Vous pouvez décider par avenant, une fois que vous avez mis en place votre PE de façon négociée, eh bien, chaque année, le chef d'entreprise peut décider de modifier cette règle librement en informant simplement de la modification de l'ensemble du personnel. Donc ça reste assez souple. Alors même que le PER d'entreprise, même chose, je peux changer la règle chaque année. Et le plafond d'abondement est 2 fois plus important que celui du PEE. Ça veut dire que si j'ai les 2 enveloppes, potentiellement, moyennant un effort d'épargne personnelle, je peux obtenir presque 10 000 € d'abondement de mon employeur. Donc déjà, les budgets sont sympas. Parfois, il suffit simplement de mettre en place ce type d'outil plutôt que d'aller tout de suite dans l'intéressement, la participation, qui sont on va dire des accords un peu plus complexes à manipuler, qui nécessitent un peu de conseil et d'accompagnement à la base.
L'avantage aussi des plans d'épargne, c'est que je ne suis pas soumis à des délais réglementaires. L'intéressement et la participation sont liés à la clôture comptable et on a des délais réglementaires à respecter en termes de mise en œuvre qui sont à la moitié de l'exercice, par exemple. Le PE et le PER d'entreprise, je peux mettre en place ces enveloppes n'importe quand dans l'année avec l'abondement. Je ne suis pas contraint. Donc ça, c'est beau, c'est très souple en fait, les PE et les PER d'entreprise. Alors, on vous disait tout à l'heure quel intérêt. Alors, tout simplement, la participation, l'intéressement et l'abondement bénéficient de conditions fiscales et sociales extrêmement avantageuses. Ou si je compare à du salaire pour quelqu'un qui est dans une tranche à 30 à gauche, vous voyez, pour un budget dépensé de 1 000 € de l'entreprise, au mieux, charges comprises, impôts perso compris, je récupère 386 € net en poche. Quand je suis TNS, je paye un peu moins de charges, donc c'est plutôt 500 €. Pour un même budget, si je fais de l'épargne salariale, ES pour épargne salariale, et que je perçois en cash mon intéressement ou ma participation, parce que je suis libre de percevoir en cash cet intéressement et cette participation, eh bien, je dois payer un impôt sur le revenu, une CSG-CRDS, c'est quand même déjà 750 €. L'optimum, évidemment, c'est d'investir le tout dans les plans d'épargne dont on dispose, puisque je n'ai qu'une CSG-CRDS à 9,7% à payer sur les montants d'intéressement, de participation et d'abondement. Pour 1 000 € dépensés, 900 net en poche, c'est quasiment du black officiel. J'aime à le dire. Donc voilà, donc au final, lorsque c'est possible, que les conditions le permettent, que vos objectifs aussi de motivation, d'optimisation, voire de management pour certains, de prêts complémentaires sont définis, eh bien, on vous accompagne dans la meilleure des boîtes à outils qui peut évoluer dans le temps en termes de choix. Il y a évidemment des prérequis. Il faut quand même qu'on puisse sortir les sous chaque année, donc un minimum de trésorerie. Il faut aussi s'assurer qu'il y a bien un salarié distinct du dirigeant. Attention, l'apprenti et l'alternant n'entrent pas dans l'effectif, donc ça ne suffit pas comme salarié pour mettre en place. Le conjoint collaborateur ou conjoint associé qui a une activité non rémunérée dans la structure est également bénéficiaire. Et là, pour les calculs, on va considérer qu'il gagne un plafond annuel de sécurité sociale, donc 41 000 € cette année. Ça, c'est extraordinaire aussi. Ça, c'est depuis 2005. Quoi d'autre? Voilà, donc c'est quand même assez souple, tout le monde est bénéficiaire potentiellement. Et ensuite, on peut verser dans le PE jusqu'au quart de notre rémunération, alors même que dans le PER d'entreprise, l'expertco, il n'y a pas de plafond de versement personnel. Et puis enfin, vous pouvez définir, vous, dirigeants de structure, des conditions d'ancienneté pour pouvoir être bénéficiaire des outils d'épargne salariale, et le maximum légal, c'est 3 mois. Vous pouvez exclure toute personne qui aurait moins de 3 mois dans la structure. Voilà. Ça vous aide pour les périodes d'essai, etc. Ensuite, pour que le dirigeant puisse verser chaque année et bénéficier de l'outil, il faut qu'il s'assure qu'il a bien eu un salarié en moyenne pendant 12 mois sur l'exercice civil précédent. Ça, c'est la nouvelle règle aussi depuis fin 2019. Donc, dès que vous avez eu un salarié, même sur un mois, à mi-temps ou à plein temps, l'année qui précède en année civile, vous pouvez cette année bénéficier et verser, à partir du moment aussi où il y a bien un salarié présent au moment de votre versement dans la structure. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La règle, c'est quand même nettement assouplie. Je me dépêche, il nous reste 10 minutes. Et il reste 50 slides, évidemment, comme d'habitude. Je vais avancer. Donc, la souplesse de l'abondement, la facilité de la mise en place. Cet abondement, en fait, il y a des trucs hyper sympas à faire et à travailler avec vous parce que vous allez pouvoir choisir une règle d'abondement en fonction d'une stratégie, même si on reste dans le cadre collectif et même s'il faut toujours garder en tête qu'on ne peut pas favoriser quelqu'un plus particulièrement, etc. N'empêche que, voilà, là, ça vous explique dans ce slide que, en gros, pour 3 200 € d'épargne personnelle, vous obtenez 13 000 € d'épargne sur votre plan d'épargne, voilà, avec les abondements maximum et les plus avantageux. Le choix de la règle d'abondement a son importance parce que ça a un impact soit en termes de management, soit en termes de motivation, soit en termes de choix personnel de type vous êtes 2-3 dans votre structure et vous vous dites ben, moi je veux plus faire pour moi que pour mes salariés, quelles seraient les solutions qui seraient à ma disposition? Eh bien, il est possible de travailler sur un choix de règles d'abondement, typiquement par palier d'ancienneté, ou plus je suis ancien dans l'entreprise, potentiellement, plus je peux avoir de l'abondement. Donc, vous n'excluez pas les gens qui viennent d'arriver dans l'entreprise, parce que vous allez leur dire qu'à ceux-là, ceux qui auraient moins d'un an d'entreprise, typiquement, n'auraient que, entre guillemets, 500 € d'abondement, quoi qu'ils versent, alors même que ceux qui auraient plus de 5 ans d'entreprise, eux, ils auraient les 6 000 € d'abondement dans le PER d'entreprise. Voilà, donc on peut quand même arriver à limiter certaines choses et faire en sorte que vous soyez, en tant que dirigeant de structure, plus favorisé ou pas, ou en fonction d'un montant versé aussi. On va faire une sélection naturelle par rapport à une capacité d'épargne des gens, ou pas. On peut faire aussi en fonction de tout le monde à la même chose.
voilà, avec des petites spécificités dans le PER. En tout cas, les règles d'abondement sont modifiables chaque année. Alors, il y a un formalisme, il faut faire un avenant, il faut prévenir l'ensemble du personnel, mais c'est possible. Exemple, je suis une boîte avec 4 salariés, je veux donner 1 000 € par personne d'abondement parce que c'est déjà pas mal et c'est assez motivant. Eh bien, ça nécessite de communiquer, et c'est bon en termes de management ou de motivation, simplement en disant, si tu mets 30 € par mois sur ton plan d'épargne, ça te fait faire un effort d'épargne de 360 € par an, ça te permet d'avoir 1 000 € d'abondement. Tu te retrouves là comme ça, en ne faisant que 30 € d'épargne personnelle, à 1 200 € chaque année sur ton plan d'épargne. C'est pas rien. À l'entreprise, ça lui coûte 5 000 €, puisque il n'y a pas de coût supplémentaire à l'abondement. Donc, c'est assez simple. Vous mettez en place une adhésion, vous décidez que c'est 1 000 € par personne. Les gens versent comme ils l'entendent, un chèque, un virement ou un versement programmé. Ils ne sont pas obligés de verser. Voilà. Ceux qui versent, ils ont. Ceux qui ne versent pas, non pas. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi 5 000 € alors qu'il y a 4 salariés? Bien parce que le dirigeant est également un bénéficiaire. Voilà. Les stratégies, selon nous, qui sont intéressantes à travailler. Alors, il y a la stratégie liée à l'épargne salariale qui va dépendre de la taille de l'entreprise. Je crois que certains d'entre vous sont dans des structures, d'autres des plus grosses. En tout cas, l'utilisation de l'épargne salariale ne va pas être la même en fonction de la taille de l'entreprise. Quand je suis dans la TPE dite patrimoniale, je vais mettre en place généralement des outils d'épargne salariale pour optimiser la rémunération, le patrimoine, et on va faire en général le maximum des budgets possibles pour optimiser la mort. Ça, c'est extrêmement favorable, plutôt idéal comme environnement. Et puis, dès que j'ai 2, 3, 4, 5 ou 10 salariés, là, on travaille davantage sur la motivation des salariés. De moins de 50 salariés, il n'y a absolument aucune taxe liée à cela. Quand je suis, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'on me dit que ma connexion Internet est instable. Quand je suis, ça va? Il y a eu une coupure, mais ça va. D'accord. Quand je suis dans l'entreprise entre 50 et 250 salariés, je paye une taxe, moi, entreprise, sur, ça s'appelle le forfait social à 20%, sauf sur l'intéressement. Donc, cette taille d'entreprise, en général, on met en place pour motiver, améliorer la performance dans l'entreprise, généralement. Et puis, les grosses boîtes, les plus de 250 salariés, elles, c'est le package de rémunération. Je cherche obligatoirement à diminuer le coût global de la rémunération et me permettre d'évoluer avec, d'accompagner la retraite complémentaire. Vous voyez, c'est d'autres objectifs de négociation en général avec les différentes instances de représentation des salariés, etc. Donc, les objectifs vont être différents. Là-dessus aussi, on va vous accompagner en fonction de vos souhaits et des objectifs et de ce qui est de l'histoire de l'entreprise dans laquelle vous êtes, tout simplement. Si on réfléchit là, cette fois un peu plus personne physique, voilà toutes les opportunités qu'il va falloir travailler, avec lesquelles Chartron Patrimoine va vous accompagner. Il y a des subtilités spécifiques au PER, notamment en termes de possible doublement d'exonération de plus-value si vous transférez une partie de votre assurance vie sur le PER et ce n'est pas intéressant d'en transférer beaucoup dans la limite de certains plafonds, ça peut avoir un intérêt. Pareil, ça dépend de chacun, il faudra faire l'étude. Et puis, chez RS aussi, la possibilité d'ouvrir des PER pour les enfants qui sont rattachés au foyer fiscal dès leur premier jour de vie, jusqu'à ce qu'ils soient rattachés, jusqu'à la fin de leur rattachement fiscal au vôtre, le foyer. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça plus particulièrement, le fait que l'on puisse avoir, parce qu'on est TNS et qu'on a la chance d'avoir un salarié dans la structure, la possibilité d'ouvrir un PER d'entreprise et que je puisse favoriser le TNS, donc le dirigeant de la structure par rapport à un salarié ou plusieurs, parce que, eh bien, vous l'aurez sans doute compris, je peux envisager de défiscaliser immédiatement, ne pas avoir à sortir un effort d'épargne personnelle pour aller chercher l'abondement de ce PER d'entreprise grâce aux cotisations ex-Madelin qui sont réalisées dans le compartiment 1 de ce PER. Donc ça, on va le voir ensemble. Si je prends l'exemple d'un salarié dirigeant de sa structure seul dans sa SASU, il n'y a pas d'épargne salariale possible. En revanche, il peut tout à fait envisager de faire un PER qui lui permettrait d'avoir du 83. Je suis seul dans ma structure, je peux faire des cotisations ex-83 dans le compartiment 3, du coup, maintenant du PER, mais également faire des versements personnels dans mon compartiment 1 sans problème. Si je suis TNS avec un salarié, conjoint ou non conjoint d'ailleurs, je peux mettre en place des cotisations Madelin, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui vont venir, je passe un petit peu vite, provoquer l'abondement de ma structure
Et donc, je n'ai plus d'effort d'épargne à faire pour aller chercher l'abondement. Donc, j'améliore l'efficacité des montants entre la cotisation Madelin et l'abondement jusqu'à 81% par rapport au montant dépensé. Donc, ça, par la structure. Ça, c'est un levier extraordinaire qu'il faut absolument penser à utiliser lorsque l'environnement le permet, puisqu'il y a quand même la contrepartie d'ouvrir aussi la possibilité de l'abondement du salarié. Alors, si vous êtes ciblé, je veux faire vraiment beaucoup plus pour moi que pour le salarié, dans l'absolu, les salariés préféreront l'enveloppe PE court terme à l'enveloppe PER d'entreprise. Donc, naturellement, ils vont plutôt s'orienter sur le PE. Maintenant, voilà, vous êtes déjà plus favorisé en tant que TNS si vous faites des cotisations Madelin sur votre PER d'entreprise qui provoque l'abondement. Si c'est un couple qui bénéficie du système dans la structure parce que le conjoint est salarié ou parce que le conjoint est simplement bénéficiaire, ça fait des montants qui commencent à être sympas chaque année. Pour le couple, au bout de quelques années, on se retrouve, alors quelques années, 20 ans dans l'hypothèse, en fonction de la tranche d'impôt à la sortie avec plus ou moins de capital, entre 446 000 euros et 490 000 euros sur son PER à disposition pour 10 000 euros par an financés par sa structure, d'investir dans les plans d'épargne et par personne en moyenne. Donc, je vais dire 10 000 euros, donc 9 000 euros par an par personne en moyenne. Pour ce couple-là, au bout de 20 ans, l'air de rien, il se retrouve avec 490 000 euros de capital au moment où ils partent à la retraite, c'est pas rien. Ou cas de déblocage, acquisition de résidence principale. Donc, c'est un outil plutôt extrêmement intéressant. On vous a parlé de 2-3 petites choses. Il y a encore plein de possibilités intéressantes avec ce PER. On a essayé de vous intéresser à l'épargne salariale en quelques minutes et à la retraite et à ce magnifique outil PER, qui est un réel outil patrimonial aujourd'hui, complémentaire des outils qui existaient jusqu'alors. Je vais laisser Aymeric peut-être conclure justement. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à lui pour vous accompagner dans votre problématique, dans votre solution, dans votre approche en tout cas globale. Merci beaucoup Je vous en prie. de nous avoir éclairés, sachant que c'est un sujet qui, comme vous l'avez vu, est assez profond, si je puis dire, puisque en une heure, on dresse un portrait assez rapide, mais derrière, il y a des milliards de questions, j'imagine, qui vous sont venues. Donc, n'hésitez pas aussi à me contacter et puis on pourra vous y répondre avec Christelle par la suite. Bien sûr. Ce qu'on peut en retenir brièvement, on a vu des choses, c'est-à-dire qu'en effet, on peut, sur le PER, verser régulièrement à titre individuel. Donc ça, c'est toute la partie individuelle. Et puis sur la partie collective, c'est tout le système de participation, d'intéressement, d'épargne salariale dans sa globalité, qui est à mettre en place en fonction, évidemment, des résultats de l'entreprise, de sa composition, des objectifs qu'on a avec ses salariés. Et tout ça, là, après, j'allais dire, on peut presque faire du sur-mesure. Et c'est là qu'il faudra regarder au cas par cas en fonction des besoins de chacun. Exactement. Le plus simple, c'est vraiment le PE, le PER d'entreprise avec abondement. Ça, on n'est pas très contraint. Il suffit de se dire quel budget on se donne et si on peut cibler un petit peu les règles d'abondement. Puis ensuite, on peut, à travers le temps, on n'est pas obligé de faire tout de suite non plus, décider de faire un peu de participation, un peu d'intéressement, etc. Et ça, c'est à voir dans le temps, en fait. En tout cas, obligé de tout faire en même temps. En tout cas, la structure PER nous donne le maximum de flexibilité au-delà de ce qui existait déjà auparavant, y compris dans les sorties. On a vu ça tout à l'heure, les cas de sortie, les types d'abondement, etc. Donc, c'est un bel outil à pratiquer. Écoutez, merci Christelle, merci aussi d'avoir participé. Il reste plus grand monde parce que Parce qu'on dépasse l'heure. Voilà, je pense qu'à 9h30, les réunions commencent. Et oui. Le sujet de la semaine prochaine, je le rappelle juste, donc le 30, même heure, 8h30, c'est sur la protection du chef d'entreprise et de ses proches et toutes les solutions de prévoyance. Voilà, merci, à très bientôt. Merci à tous. Et puis voilà, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.
Allez, je mets fin à la réunion Ok. de mon côté.